dans le temps. Sans plus tarder, j'invite M. Maristro à faire sa présentation pour nous et nous donner le programme. Merci. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour président et à la vice-présidente. Bonjour aussi à toute l'équipe du bureau de l'association. Et je vous remercie pour votre présence et aussi pour ce temps que vous m'accordez pour que nous puissions échanger sur un thème très important de la commande publique, en l'occurrence ici les accords cadres. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, je crois que C'est bon? bon. Je pense Oui. que tout le monde voit. OK. Oui. D'accord. Donc, effectivement, je suis donc Marie Stro et je suis responsable de la commande publique au SICTIAM, en fait, qui est un syndicat regroupant près de 400 collectivités donc, qui interviennent dans le domaine du numérique. Donc, on a pour mission, entre autres, la dématérialisation des marchés publics au sein des collectivités adhérentes. Et donc, voilà, si il y a des personnes qui souhaitent avoir plus d'informations à la fin de la séance, je vous donnerai mes coordonnées pour me contacter au besoin. Alors, donc, la présentation du jour porte sur les accords cadres. Comme vous pouvez le voir déjà sur l'écran, vous avez le petit programme que j'ai préparé. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter les accords cadres? Parce que c'est quelque chose que je fais au quotidien dans mon travail, puisque la collectivité dans laquelle je travaille passe des marchés et ces marchés-là sont utilisés en fait par d'autres collectivités, c'est-à-dire les adhérents du syndicat en question. Donc, on passe beaucoup d'accords cadres qui sont ensuite utilisés par nos adhérents, par nos collectivités adhérentes. Donc, c'est un sujet que je pense maîtriser ou avoir de bonnes connaissances, en tout cas en ce qui le concerne. Ensuite, parce que c'est une technique qui, à mon avis, est nouvelle quand même en Afrique. Bon, à l'issue des échanges, nous verrons comment est-ce que la pratique se fait en Afrique, s'il y a des personnes de l'assistance qui le pratiquent déjà dans leurs différents services en Afrique. Ça peut être intéressant aussi pour moi et pour tous ceux qui travaillent en France d'avoir une vision de ce qui se fait en Afrique. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi de présenter les accords cadres. Alors, l'approche, elle est comparative. Hein. Pour être plus précis, la comparaison va se faire entre la France et la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, mon pays d'origine. Donc, je suis ivoirien. Donc, j'ai choisi aussi de présenter les deux facettes du droit de la commande publique au niveau de la France et de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez, si on a, je pense que dans l'assistance, on a d'autres nationalités qui pourront nous partager leurs expériences à l'issue de la présentation. Donc, sur mon écran, vous voyez le petit programme. Donc, la première des choses que nous verrons, c'est la définition de l'accord cadre. Ensuite, nous verrons les conditions de recours, à quel moment une autorité contractante a le droit de recourir à l'accord cadre. Ensuite, nous verrons les intérêts. Quel est l'intérêt de l'autorité contractante de choisir l'accord cadre comme technique d'achat? Quelques inconvénients, comme la vie n'est pas rose, il y a toujours des éléments qui ne sont pas aussi avantageux. Et donc, je vais les présenter quand même. Et nous verrons dans les deux derniers points les modalités de passation et les modalités d'exécution. Alors, en ce qui concerne la définition, comme je vous l'ai dit, la comparaison se fait entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, en France, l'accord cadre, c'est d'abord l'accord cadre, c'est d'abord une technique d'achat. Alors, M. Maris, avant de... Nous prions ceux qui ont les micros ouverts en dehors du présentateur là, de bien vouloir couper leur micro. Je ne sais pas, je pense que M. Sarr voulait poser une question, j'ai l'impression, mais bon, peut-être que c'est à la fin que les questions sont posées ou comment est-ce que ça se fait? Oui, M. Marus, à la fin de la présentation, nous allons prendre les préoccupations des uns et des autres. D'accord, OK. Pour lesquels vous allez apporter des éléments de réponse. De réponse. OK, pas de souci. Pas de souci. Donc, M. Sarr, vous pouvez poser votre question à la fin de la séance si vous aviez voulu poser une question. En fait.
Donc oui, je disais qu'au niveau de la définition en France, l'accord cadre, c'est d'abord une technique d'achat, c'est-à-dire c'est la manière dont l'autorité contractante souhaite acheter, souhaite passer son marché ou l'exécuter également. Et ensuite, c'est un contrat qui va permettre en fait de sélectionner, de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques avec le ou lesquels on va conclure un contrat visant à établir les règles relatives, on va dire, euh, aux commandes à passer dans une période bien déterminée. En général, c'est 4 ans, mais nous verrons cela plus tard. Alors, la notion de présélection implique deux phases. Deux phases. La première phase, c'est-à-dire on admet l'opérateur économique à un contrat, donc on l'admet, on le sélectionne. Ensuite, on va signer un contrat qui précise les règles qui vont lui permettre d'avoir des commandes plus tard. Et la passation de la commande, elle est éventuelle. C'est pour ça que la phase de présélection, elle est aussi importante, c'est-à-dire on présélectionne, mais ça ne veut pas dire que vous avez automatiquement des commandes. Donc, vous êtes présélectionné et éventuellement, l'autorité contractante vous passe des commandes si elle a un besoin. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, en fait, a fait le choix de l'exhaustivité dans sa définition, hein. Vous avez là tous les éléments compris dans la définition, c'est-à-dire déjà les types de marché, c'est travaux, fournitures, services et aussi prestations intellectuelles. C'est un accord qui va être conclu aussi avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui aura pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande ou au marché subséquent à passer avec cet opérateur ou ces opérateurs économiques pendant une période donnée. Donc, à la différence de la France, la Côte d'Ivoire et presque tous les pays, en tout cas de l'UEMOA, j'ai vérifié aussi le Bénin, le Burkina Faso, ils ont presque la même définition que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils incluent tous les éléments dans la définition de telle sorte que celui qui lit la définition de la COCAT sait à quoi s'attendre en fait. Donc, l'utilisation, j'ai souligné l'accord, bon, l'utilisation de l'accord, on peut de prime abord penser que c'est un thème qui est assez large, mais en réalité, il faut l'entendre comme un contrat puisqu'il s'applique en vertu, il s'applique en vertu du décret relatif au marché public. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, je ne vois pas les conditions de recours. Donc, les conditions de recours, en France, il n'y a pas de conditions particulières. Chaque autorité contractante, que ce soit l'État, les services de l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, ils ont tous ces acheteurs-là, toutes ces autorités contractantes-là ont le libre choix de passer leur marché selon la forme de l'accord cadre. Donc, il n'y a pas de condition légale, on va dire, qui est imposée aux collectivités territoriales, aux autorités contractantes. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on passe un accord cadre, c'est que l'accord cadre, ce n'est pas un système de référencement, c'est-à-dire que ce n'est pas un contrat ou, je ne sais pas, un moyen qui va permettre à l'autorité contractante de faire entre plusieurs entreprises sans règles précises, ensuite leur émettre des commandes. L'accord cadre, c'est un véritable contrat, donc il doit avoir des clauses d'exécution, des conditions d'exécution, des responsabilités. L'accord cadre doit être en fait précis pour pouvoir être applicable. Alors, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des États de l'UEMOA et aussi de l'Afrique centrale, je suppose, pour recourir à l'accord cadre, il faut respecter un certain nombre de conditions, hein. Donc, la première condition en Côte d'Ivoire, la condition principale, c'est qu'il faut des commandes répétitives. Donc, les commandes à répétition qui seront basées sur des exigences qu'ils appellent donc identiques ou similaires, ou lorsque des autorités contractantes ou entités d'une même autorité contractante achètent les mêmes services, travaux et fournitures. Donc, pour être plus précis, je donne un exemple. On prend le cas d'un ministère, le ministère des Infrastructures, qui passe un accord cadre pour l'ensemble, qui sait que au cours d'une période, donc au cours d'une année, il va acheter plusieurs ordinateurs, c'est-à-dire il va avoir plusieurs commandes d'ordinateurs pour l'ensemble de ses services. Donc, au lieu de passer un marché à chaque commande, il va passer l'accord cadre qui
qui va lui permettre en fait de répondre aux besoins de ces différents services. De même, sur le deuxième point, c'est-à-dire les différentes autorités contractantes qui achètent les mêmes services. De même, le même ministère, quand il passe l'accord cadre, en fait, au lieu de passer un marché public pour chacun de ces services, il va passer un accord cadre qui sera ensuite utilisé par chacun de ces services, c'est-à-dire la direction des routes, la direction je ne sais, de l'éducation va utiliser l'accord cadre qui a été passé par le ministère et ensuite pour répondre à ses besoins. Donc ça, ce sont les premières conditions. Donc la première condition, c'est des commandes à répétition ou des commandes qui sont faites par les services d'une même autorité contractante. La seconde condition, c'est que dans tous les cas, le recours à l'accord cadre doit être validé, donc doit être validé par la structure en charge du contrôle des marchés publics. En Côte d'Ivoire, c'est la Direction générale des marchés publics. Et donc, pour pouvoir recourir à l'accord cadre, il faut que le besoin ou le contrat qu'envisage l'autorité contractante soit soumis à la validation de l'autorité en charge du contrôle des marchés publics. Donc, comme on le voit en France, pas de conditions légales. En Afrique et en Côte d'Ivoire, quand je dis en Afrique, il faut plutôt prendre les pays de l'UEMOA que je connais bien. C'est soumis à l'autorisation de la structure, donc de la direction des marchés publics. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, peut-être que vous puissiez comprendre aussi, quand vous voyez les deux drapeaux, ça veut dire que les règles que j'énonce s'appliquent aux deux pays. Donc, vous voyez les deux drapeaux, c'est les règles qui sont expliquées s'appliquent aux deux pays. Si quand il y a des nuances, vous verrez les nuances dans le code du test. Donc, les intérêts de l'accord cadre. Donc, la première des choses, c'est la réduction des coûts de procédure. C'est-à-dire qu'à la différence d'un marché ordinaire, qui est en général passé chaque année, l'accord cadre, quand il sera passé, c'est sur en général 4 ans, c'est-à-dire 1 an reconductible 3 fois ou 2 ans reconductible 1 fois. Et ensuite, ce qui permet d'éviter de passer des marchés publics tous les ans. C'est-à-dire, vous passez 1 fois et votre accord cadre, il est valable pendant 4 ans. Et ça vous évite de passer des procédures, donc d'utiliser des coûts humains, donc le travail des services de l'État, les coûts de procédure s'il y en a, c'est-à-dire les enveloppes, le temps d'analyse et tout cela, ça réduit considérablement les coûts de procédure. Ensuite, vous avez au niveau de l'accord cadre donne aussi la possibilité à l'autorité contractante de ne pas définir à l'avance tous les contours de ses besoins. C'est-à-dire, vous avez l'autorité contractante, comme je l'ai dit, le ministère, prenons toujours le ministère des infrastructures qui souhaitent acheter des ordinateurs au cours d'une année. Le ministère sait qu'au cours d'une année, il a plusieurs commandes, mais il n'a pas, quand il passe le marché, il n'a pas la fréquence de ces commandes-là. Donc, l'accord cadre va lui permettre en fait de ne pas préciser la fréquence exacte de l'apparition de ces commandes. Et ça peut être aussi le cas des caractéristiques. En général, pour ceux qui sont spécialisés dans le domaine du numérique, on sait très bien que les caractéristiques des ordinateurs évoluent très rapidement. Donc, il peut ne pas préciser toutes les caractéristiques dans son accord cadre et puis ensuite les préciser quand il passe soit le marché subséquent ou le bon de commande. Mais nous verrons dans les slides qui suivent la différence entre bon de commande et marché subséquent. Donc, l'accord cadre donne la possibilité à l'autorité contractante de ne pas être, on va dire, exhaustif dans son besoin initial. Et c'est ce qui lui permet ensuite d'adapter la réponse des titulaires à son besoin. Ensuite, troisième intérêt, l'autorité contractante va bénéficier d'une plus grande réactivité des prestataires au moment de l'apparition des besoins. Le ministère qui a plusieurs commandes, qui ne sait pas quand est-ce qu'il va les faire, lorsqu'il passe l'accord cadre et qu'en cours d'accord cadre, il y a un besoin qui apparaît, il n'a pas besoin de passer un marché public puisqu'il a un opérateur économique qui a au préalable sélectionné pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, lorsque le besoin il apparaît,
il suffit qu'il lui fasse, qu'il lui émette une commande, un bon de commande, un marché subséquent, et l'opérateur en question répond dans les délais qui ont été fixés déjà dans la COCAD. Donc, la réactivité, elle est importante dans le cas de la COCAD. Contrairement à un marché ordinaire, si l'autorité contractante doit passer à chaque fois un marché, on va dire un marché pour pouvoir répondre à son besoin, le temps de procédure, tout cela va empêcher la performance de l'achat en question. Donc, l'intérêt aussi de la COCAD, c'est que ça permet une grande réactivité. Ensuite, vu que ça permet une grande réactivité, le corollaire de cela, c'est que ça permet aussi à l'acheteur d'ajuster la réponse aux besoins qui apparaît. Au départ, l'autorité contractante a défini les caractéristiques générales et lorsque son besoin il apparaît, il peut l'affiner. Il a la possibilité d'affiner son besoin et comme il a affiné son besoin, la réponse de l'opérateur économique du titulaire de la COCAD sera aussi affinée par rapport au besoin qui a été mis à jour. Donc, c'est l'autre intérêt aussi de la COCAD, c'est-à-dire permettre d'ajuster la réponse aux besoins de l'acheteur ou de l'autorité contractante. En fin de compte, on arrive à un outil d'efficacité et de réactivité face aux achats répétitifs. Donc, efficacité parce que vous avez votre besoin, vous savez que vous avez quelqu'un qui est prêt à répondre à ces besoins-là. Vous n'avez pas à passer une longue procédure qui prend souvent 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous avez quelqu'un qui répond aux besoins dès lors que vous lui émettez une commande ou un marché subséquent. Donc, l'intérêt de la COCAD, c'est un outil d'efficacité. Et donc, lorsque l'acheteur a des besoins urgents, souhaite faire face à l'urgence, avec la COCAD, c'est plus simple par rapport à d'autres techniques d'achat. Alors, les inconvénients, je vais vous les présenter. Le premier inconvénient, bon, la réactivité, c'est vrai qu'elle est relative hein, parce que nous verrons plus tard les différentes formes d'accord cadre, mais lorsque l'accord cadre est multi-attributaire, c'est-à-dire plus d'un opérateur économique, dans ce cas-là, il faut remettre en concurrence les opérateurs économiques en question. Et le temps de remise en concurrence fait que cela réduit la réactivité, puisqu'il faut respecter un certain délai, il faut respecter la transparence, il faut respecter aussi le principe d'égalité de traitement entre les titulaires de l'accord cadre. Donc, dans le cas de l'accord cadre multi-attributaire à marché subséquent, la réactivité elle est réduite par rapport à ce que je viens d'expliquer dans le point 2. Ensuite, les prix sont figés pendant la durée de l'accord cadre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous passez votre accord cadre au départ, vous avez un bordereau des prix unitaires, un BPU. Donc, les entreprises vont ils vont préciser leur prix dans ces BPU et ce prix, il est valable pendant les 4 années d'accord cadre. La seule chose qui va évoluer, c'est la révision normale qu'on fait annuellement en France. Je ne sais pas comment est-ce que cela s'est fait en Afrique parce que je n'ai pas la pratique. Mais je pense que si on a des personnes dans l'assistance, ils nous diront comment ça se fait. Mais les prix sont figés, ce qui veut dire que si jamais le marché, le domaine dans lequel vous avez passé l'accord cadre et les prix ont évolué favorablement sur le marché, on va dire, de ce domaine-là, vous ne bénéficierez pas de la réduction des prix qui ont été constatés sur le marché. Parce que vous avez un contrat qui a précisé des prix qui est appliqué qui est applicable pendant 4 ans. Et donc, ce sont ces prix-là qui vont s'appliquer à l'autorité contractante pendant la durée de 4 ans. C'est pour ça qu'en pratique, on évite d'avoir un BPU à rallonge, c'est-à-dire les bordereaux de prix à des prix unitaires à peut-être 100 lignes, 200 lignes, on l'évite dans le cas des accords cadres. Donc, on a un BPU en général de 20-15 lignes. Ensuite, à côté de ce BPU, on exige aux entreprises, donc aux opérateurs économiques de remettre un catalogue qui permet à l'acheteur ensuite ou à l'autorité contractante de pouvoir piocher dans ce catalogue-là lorsqu'il y a un besoin qui n'apparaît pas dans le bordereau des prix unitaires. Donc, les prix sont figés, ça, il faut que l'autorité contractante le sache. Les prix sont figés pendant la durée de l'accord cadre, sauf les révisions annuelles, on va dire, de droit commun ou les modifications qui sont justifiées en cours d'exécution. La performance économique de l'achat est amoindrie dans le cadre de l'accord cadre multi-attributaire à bonne commande. Alors, on reviendra sur les différences entre l'accord cadre multi-attributaire à bonne commande à marché subséquent.
Mais pourquoi est-ce que je le dis dans le point 3 ici? Parce que quand vous avez, quand l'autorité contractante passe un accord cadre multi-attributé à bonne commande, les titulaires qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'accord cadre doivent avoir des commandes. Donc, les titulaires qui sont choisis se disent que bah, dans tous les cas, moi, en tant qu'opérateur économique, j'ai une forte chance d'être sélectionné. Et si jamais l'autorité contractante dit dans son accord cadre qu'il souhaite avoir trois titulaires, si l'un des titulaires ou l'un des opérateurs économiques sait qu'il va participer, il va faire partie des trois sélectionnés, il n'y a aucune raison pour lui de faire des prix, on va dire, intéressants ou compétitifs, parce qu'il sait qu'il y a trois sur les trois, s'il est sélectionné, il va avoir une part de commande. Donc, les prix ne sont pas forcément bons. Et surtout quand l'accord cadre en question est passé dans un domaine où la concurrence est restreinte. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on est dans un domaine restreint, domaine de concurrence restreint, c'est l'énergie en général. Dans l'énergie, on sait quels sont les opérateurs économiques qui interviennent. Il faut éviter les accords cadres à multi-attributaires à bonne commande dans ce type de prestations, parce que finalement, si vous dites que vous choisissez trois et que dans le secteur, il n'y a que trois qui interviennent, bah, ils vont s'entendre, il y a un risque d'entente et ensuite, ils vous font des prix qui sont plus élevés. Donc, il faut éviter l'accord cadre multi-attributé à bonne commande dans les secteurs où la concurrence n'est pas importante. Ensuite, on a le risque de blocage en cas de difficulté. Oui, effectivement, ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on a eues, que moi j'ai eues personnellement dans la pratique. Souvent, vous exécutez votre marché et il y a des difficultés qui interviennent, c'est-à-dire le titulaire, il ne respecte pas, il a du mal à respecter, il ne respecte pas ses engagements contractuels. L'accord cadre, vu qu'il y a une exclusivité auprès de l'opérateur économique qui a été sélectionné, il est difficile d'aller commander via un autre opérateur économique sans que cela soit contesté par le titulaire de l'accord cadre. Donc, souvent, l'autorité contractante ou l'acheteur public se retrouve dans une situation de blocage où finalement, la solution qu'il a, c'est de résilier l'accord cadre ou pour faute ou même pour intérêt général et relancer la cocarde. Donc souvent, il arrive qu'on soit dans une situation de blocage lorsque le titulaire n'arrive pas à exécuter correctement les prestations. Donc, après les inconvénients, quelques modalités de passation, je ne reviendrai pas sur tout parce qu'il y en a tellement. Donc, d'abord, les modalités communes, c'est-à-dire que l'accord cadre soit à bonne commande ou à marché subséquent. Donc, d'abord, l'autorité contractante doit estimer son accord cadre. Et quand il estime son accord cadre, il a la possibilité de fixer un minimum ou un maximum. Donc, ça, c'est les règles, on va dire, qui s'appliquent aux deux pays, à la Côte d'Ivoire et à la France. Donc, on peut fixer un minimum. Le risque, c'est que si vous fixez un minimum, ça veut dire que vous vous engagez à respecter ce minimum. Imaginons que le ministère, on revient toujours sur mon ministère, le ministère, il précise dans son accord cadre qu'au cours des 4 années, il s'engage à commander 100 000 ordinateurs. Donc, lorsqu'il a signé son accord cadre, il est dans l'obligation de respecter le minimum de 100 000 ordinateurs. C'est-à-dire qu'il doit acheter les 100 000 ordinateurs avec l'opérateur économique qui a été sélectionné. S'il ne le fait pas, il sera dans l'obligation de verser des indemnités pour non-atteinte du minimum prévu dans l'accord cadre. Donc, on peut fixer un minimum, mais il faut avoir à l'esprit que si on fixe un minimum, il faut être sûr de l'atteindre. Si on ne l'atteint pas, le titulaire a droit à des indemnités. On peut aussi fixer un maximum, c'est-à-dire le ministère ou l'autorité contractante peut dire, alors au cours des 4 années, je ne dépasserai pas les 200 000 ordinateurs, c'est-à-dire que j'achèterai jusqu'à 200 000 ordinateurs. Une fois que le montant de 200 000 ordinateurs a été atteint, alors dans ce cas-là, le marché il prend fin, l'accord cadre prend fin et on le relance. Là, j'ai donné les montants en quantité, pardon, j'ai fixé j'ai donné l'estimation en quantité, ça peut se faire en valeur. Donc, on peut dire 1 million, je précise dans mon accord cadre que j'ai un minimum de 1 million, donc il faut que je respecte le minimum de 1 million. Ou si je dis que j'ai un maximum de 2 millions,
une fois que les 2 millions ont été commandés, on ne peut plus aller au-delà de ces 2 millions, sauf cas de modification justifiée dans le code de la commande publique. Je pense que ça peut faire l'objet aussi d'un autre webinaire. Alors, donc, il y a quelques nuances, il y a quelques différences quand même. En France, aujourd'hui, depuis 2021, pour ceux qui travaillent en France, il n'y a plus d'accord cadre sans maximum. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer un accord cadre et préciser dans votre cadre qu'il n'y a pas de minimum, qu'il n'y a pas de maximum. Ça, c'était possible avant le 17 juin 2021. On avait la possibilité. En Côte d'Ivoire, c'est toujours possible. En Côte d'Ivoire, c'est toujours possible puisque le droit de la Côte d'Ivoire ne s'aligne pas forcément sur ce qui se passe en France et que l'évolution, la Côte d'Ivoire ne suit pas forcément l'évolution du droit en France. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on a la possibilité de signer un accord cadre sans minimum ni maximum. Mais en France, c'est terminé. On peut juste prévoir un minimum, mais on peut prévoir un minimum, mais il faut aussi prévoir un maximum. Voilà. Donc, aujourd'hui, tous nos accords cadres sont avec des maximums qui sont précisés dans le marché. Il y a déjà plusieurs jurisprudences qui sont apparus à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Durée. Alors, la durée des accords cadres, de manière générale, c'est 4 ans, 4 années. En Côte d'Ivoire, c'est 4 ans aussi. La seule petite différence, c'est que au niveau des reconductions, en France, par exemple, nous, quand on passe les accords cadres, on précise que l'accord cadre, il est passé pour une première année, donc pour 1 an, reconductible 3 fois. Donc, chaque année, on va reconduire l'accord cadre jusqu'à ce qu'on atteigne les 4 ans. En Côte d'Ivoire, c'est 2 ans, reconductible une fois, renouvelable une fois. Donc, vous passez un accord cadre pour 2 ans et ensuite, une fois que vous avez atteint les 2 ans, vous le reconduisez si tout se passe bien. Et ensuite, vous exécutez pendant les deux prochaines années. Bon, le risque, c'est que si vous avez un mauvais opérateur économique, bah, vous êtes coincé pendant 2 ans avec cet opérateur économique. C'est pour ça qu'en France, et moi particulièrement, je préfère 1 an reconductible 3 fois. Comme ça nous laisse la possibilité de sortir de l'accord cadre lorsque le titulaire, au bout d'une année, il n'exécute pas correctement ses prestations. L'accord cadre est un système fermé. Ça veut dire quoi? Un système fermé, c'est-à-dire que une fois que vous avez sélectionné une fois que vous avez sélectionné votre titulaire, il a l'exclusivité des commandes. Vous ne pouvez plus faire entrer d'autres titulaires, d'autres entreprises. Vous ne pouvez pas commander via une autre entreprise. Vous êtes dans l'obligation de commander avec l'entreprise qui a été sélectionnée, sauf exception prévue dans l'accord cadre. Par exemple, moi, j'ai eu ce cas-là au niveau de l'achat de carburant. Vous passez un accord cadre, vous dites que la priorité ou l'exclusivité, c'est l'entreprise qui a été sélectionnée. Et si jamais l'autorité contractante va acheter du carburant à la station qu'il n'y a pas de carburant, que le carburant qu'il recherche ne se trouve pas, alors l'autorité contractante a la possibilité de commander via une autre station. Donc, l'exception, elle est prévue dans l'accord cadre, elle peut s'appliquer. Sinon, normalement, le titulaire, il a l'exclusivité pendant la durée de l'accord cadre. Ensuite, la deuxième implication, c'est que pour les autorités contractantes qui passent des accords cadres pour d'autres autorités contractantes, comme je l'ai expliqué, un ministère qui passe un accord cadre pour l'ensemble de ses services, il n'y a que les services du ministère qui pourront bénéficier de cet accord cadre. D'autres ministères ne pourront pas bénéficier, d'autres collectivités qui n'ont pas été identifiées initialement dans l'accord cadre ne pourront pas bénéficier de cet accord cadre. Donc, il est fermé et pour les opérateurs économiques et pour les autorités contractantes. Le nombre de titulaires, comme je l'ai dit, l'accord cadre peut être mono-attributaire, ça veut dire un seul attributaire, ou multi-attributaire, c'est-à-dire au minimum 2. Après, il n'y a pas de limite, mais bon, en général, 5, c'est déjà trop. La procédure de passation des accords cadres, qu'ils soient à bonne commande ou à marché subséquent, ce sont des procédures de droit commun, c'est-à-dire l'appel d'offres ouvert, restreint, avec présélection, le dialogue compétitif, le concours. Donc, ce sont les mêmes procédures qu'on utilise. C'est pour ça que c'est différent. L'accord cadre, il est différent des procédures de passation. Donc, voilà. Pour pouvoir sélectionner votre titulaire de l'accord cadre, vous utilisez l'une des procédures de passation prévues dans le Code des marchés publics.
Les modalités propres à l'accord cadre à bonne commande. Alors, déjà, le bon de commande, bon, on verra plus tard, mais c'est un document qui va préciser, qui va préciser les prestations que souhaite commander l'autorité contractante. Alors, le premier point, c'est que c'est-à-dire on utilise l'accord cadre à bonne commande lorsque l'autorité contractante précise l'ensemble des stipulations contractuelles, c'est-à-dire le prix, le délai, les modalités d'exécution des prestations, le lieu d'exécution des prestations. Tout cela doit être prévu dans l'accord cadre pour que l'autorité contractante puisse commander en utilisant un modèle de bonne commande. Donc, c'est quoi le bon de commande? Le bon de commande, c'est un document qui va préciser les prestations à exécuter tout simplement. C'est-à-dire que vous voulez 10 ordinateurs, votre bonne commande va préciser, alors moi, autorité contractante, par ce bon de commande, je vous achète 10 ordinateurs à tel prix que vous devez me livrer dans tel délai. Donc, tous ces éléments sont dans le document donc, qui est appelé bon de commande, qui sera émis par l'autorité contractante. L'autorité contractante peut précise la fréquence d'émission des bonnes commandes. Quand je dis la fréquence, c'est-à-dire pas forcément le moment de l'apparition du besoin, mais il peut préciser que les commandes, ce qu'on voit en général dans les accords, c'est que les bonnes commandes sont émises à l'apparition du besoin, c'est-à-dire on vous émet une bonne commande lorsqu'on a un besoin, ou à une fréquence régulière. Donc, si vous êtes sûr que tous les 3 mois, vous avez des commandes, vous pouvez préciser dans votre accord cadre que moi, autorité contractante, je m'engage à vous commander tous les 3 mois des ordinateurs ou, je ne sais pas, des séances de formation. Donc, ça doit être précisé dans l'accord cadre. Ensuite, comme je l'ai expliqué, donc l'accord cadre prévoit les cas d'exclusivité qui s'appliquent aux titulaires, en fait. Déjà, l'accord cadre prévoit une exclusivité auprès du titulaire. Donc, vous pouvez commander, je l'ai déjà expliqué, vous pouvez commander via un autre opérateur économique si vous l'avez prévu dans votre accord cadre. J'ai pris l'exemple des carburants. Vous voulez du diesel dans telle station. Vous précisez dans votre accord cadre que si je vais dans votre station que je n'ai pas de carburant, je me réserve la possibilité d'aller commander le carburant via une autre station. Donc, ça doit être prévu dans l'accord cadre. Si vous voulez prévoir des exceptions, il faut l'indiquer dans l'accord cadre. Ensuite, l'accord cadre en marché subséquent, les modalités particulières propres à l'accord cadre en marché subséquent. Alors, l'accord cadre en marché subséquent, on l'utilise lorsque l'autorité contractante ne peut pas ne peut pas définir l'ensemble des stipulations contractuelles dans l'accord cadre. Par exemple, je prends un exemple très simple. Vous savez que vous avez des marchés de travaux que vous voulez passer. Vous avez un planning général et vous n'avez pas un délai spécifique, un délai précis. Vous avez tout à fait la possibilité dans votre accord cadre de demander à chaque candidat de vous présenter un planning général. Et ensuite, lorsque vous passez votre marché subséquent, vous pouvez affiner ce planning en demandant de vous indiquer un délai précis d'exécution. Nous, c'est notre cas parce que nous, vu que la structure dans laquelle on travaille pour les collectivités, quand on passe un accord cadre à marché subséquent, le marché subséquent est par collectivité. Et comme dès le départ, nous ne pouvons pas savoir ce que l'une collectivité souhaite comme besoin, alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les prescriptions générales dans l'accord cadre et ensuite, en fonction de la demande de chaque collectivité, on va affiner le besoin et la réponse aussi sera aussi affinée. Donc, le marché subséquent, c'est quoi? C'est un marché d'exécution de l'accord cadre, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez votre accord cadre qui précise les règles générales. Les marchés subséquents vont venir préciser ces règles, en fait. Vont préciser ces règles et aussi vont mettre à jour la réponse du titulaire à votre nouveau besoin. L'accord cadre multi-attributaire à marché subséquent implique la remise en concurrence des titulaires. C'est ce que j'expliquais aussi. Lorsque votre accord cadre il est multi-attributaire, c'est-à-dire minimum deux titulaires, alors dans ce cas, et s'il est à marché subséquent, vous êtes dans l'obligation de remettre en concurrence les deux titulaires qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'accord cadre.
Donc, ça, c'est une règle qui s'applique aussi en France, en Côte d'Ivoire, même au Bénin. Je l'ai vu au Bénin, au Burkina Faso aussi, ça s'applique. Le numéro 4, c'est l'accord cadre va préciser aussi la manière dont on va remettre en concurrence les titulaires de l'accord cadre, c'est-à-dire le marché subséquent. Pour le passé, les règles de mise en concurrence du marché subséquent doivent être prévues, précisées dans l'accord cadre, c'est-à-dire les critères de sélection, les modalités de réponse, tout cela doit être prévu dans l'accord cadre. Et puis, il y a une troisième catégorie. Il peut y avoir un accord cadre mixte, c'est-à-dire une partie à bonne commande et une partie à marché subséquent. Donc, ça, je l'ai expliqué. Ensuite, lorsque vous avez ce type d'accord cadre, l'acheteur ou l'autorité contractante doit définir les cas dans lesquels il émettra des bonnes commandes ou il passera des marchés subséquents. C'est-à-dire, il faut préciser pour chacun des éléments, que ce soit le bon commande ou le marché subséquent, comment est-ce que vous souhaitez exécuter chaque partie de l'accord cadre. La partie à bonne commande, comment est-ce que vous souhaitez l'exécuter? C'est la marché subséquent, comment est-ce que vous souhaitez l'exécuter? L'autorité contractante doit le préciser. Donc, chaque partie de l'accord cadre doit respecter les dispositions du code de la commande, du code des marchés publics. Comme je l'ai expliqué ici, la partie à bonne commande respecte les règles relatives aux bonnes commandes. La partie à marché subséquent respecte les règles relatives au marché subséquent, tout simplement. Et enfin, comme je l'ai dit aussi, les modalités de passation des commandes doivent être précisées pour chaque partie de l'accord cadre. C'est-à-dire, quand vous avez votre accord cadre en partie à bonne commande, en partie à marché subséquent, dans votre accord cadre, vous précisez pour les bonnes commandes comment vous souhaitez émettre les commandes et pour les marchés subséquents, comment est-ce que vous souhaitez remettre en concurrence les titulaires. Tous ces éléments doivent être précisés dans le contrat initial qui est l'accord cadre. Ensuite, les modalités d'exécution. Pour terminer, alors les modalités propres à l'accord cadre à bonne commande. Donc, c'est-à-dire là, nous sommes dans une étape où vous avez notifié votre marché. Le marché il a été validé par l'autorité en charge du contrôle des marchés publics en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Et ensuite, le marché, l'accord cadre va être exécuté. Et comment est-ce que l'exécution est faite? Alors, premièrement, lorsque vous avez notifié votre accord cadre, vous avez l'autorité contractante va émettre un bon de commande. Alors, le bon de commande, c'est un acte unilatéral. Parce que souvent, même ici en France, souvent les collectivités ou les autorités contractantes, ils font signer les titulaires, ils font signer les bonnes commandes par les titulaires. Normalement, ça ne se fait pas. Le bon de commande, c'est un acte unilatéral. Donc, l'autorité contractante émet son bon de commande et l'opérateur économique a l'obligation d'y répondre. Donc, le bon de commande, c'est un acte unilatéral. Le titulaire n'a pas à le signer. Ensuite, une fois que le bon de commande a été émis, le titulaire ne peut pas refuser de l'exécuter. Quel que soit son contenu, il est obligé de l'exécuter, quitte à avoir à demander plus tard des indemnités ou à faire des réclamations, mais il est dans l'obligation d'exécuter le bon de commande qui lui a été émis par l'autorité contractante. En France, en général, il est précisé dans les accords cadres qu'ils ont 15 jours pour présenter des observations. Mais les observations que le titulaire fera sur le bon de commande n'empêcheront pas en fait l'exécution de ce bon de commande-là. Alors, donc, là encore, il y a quelques différences au niveau de la durée d'exécution du bon de commande. Donc, de manière générale, applicable aux deux pays, le bon de commande ne peut être émis que pendant la durée d'exécution de l'accord cadre. C'est-à-dire que vous signez votre accord cadre, il est valable pendant 4 ans. Vous ne pouvez signer les bons de commande que pendant cette période de 4 ans. Au-delà de 4 ans, plus de bons de commande. Le lendemain du dernier jour, plus de bons de commande, puisqu'il n'y a plus d'accord cadre. Donc, la durée... Ensuite, quand vous avez émis votre bon de commande, il y a un temps qui prend, le titulaire a un délai d'exécution qui lui a été imposé, qu'il doit respecter. Alors, en France, le bon de commande, il peut s'exécuter, le délai d'exécution du bon de commande peut aller au-delà de la durée de l'accord cadre.
Ça veut dire quoi? Votre accord cadre se termine aujourd'hui, 1er octobre. Vous avez passé votre bonne commande, on va dire hier le 30. Votre bonne commande, la durée d'exécution de votre bonne commande, c'est 3 mois. Vous avez tout à fait la possibilité donc d'avoir passé votre bonne commande hier et de l'exécuter au-delà de la durée du marché et de l'accord cadre, pardon, qui se termine aujourd'hui. Cela n'est pas. Alors, il y a une disposition dans le tout dernier code des marchés publics de la Côte d'Ivoire de 2019, juillet 2019, dans lequel, et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire d'ailleurs, j'ai vu aussi cette disposition aussi dans le code du Bénin, je pense. La durée du bon de commande ne peut être supérieure à la date de validité de l'accord cadre. J'avoue que, bon, après, je ne sais pas, peut-être lors des échanges, vous allez essayer, peut-être, vous allez me donner quelques éléments de compréhension, mais moi, tel que moi, je le comprends, cette disposition, c'est-à-dire que si votre accord cadre se termine aujourd'hui, le 1er octobre, si vous émettez un bon de commande, on va dire hier, la durée de votre bonne commande, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'exécuter au-delà de la durée de l'accord cadre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser le 1er octobre, puisque c'est la date de fin de validité de votre accord cadre. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais ça m'étonne parce que finalement, on dit que la durée du bon de commande est fixée selon les conditions normales d'exécution des prestations. Donc, si une prestation, normalement, s'exécute pendant 3 mois, vous émettez un bon de commande aujourd'hui, on va dire hier, vous avez émis un bon de commande hier, vous ne pouvez pas l'exécuter pendant 3 mois puisque votre accord cadre se termine aujourd'hui. Peut-être que j'ai mal compris, mais on verra dans les échanges s'il y a quelques-uns qui ont compris autrement. Alors, en 5, lorsque l'accord cadre donc, qui est à bonne commande est multi-attributaire, c'est-à-dire que vous passez un accord cadre, vous dites que je sélectionne 2 entreprises ou 2 opérateurs économiques auxquels je vais émettre des bonnes commandes au fur et à mesure. Dans ce cas-là, si votre accord cadre est à bonne commande et il est multi-attributaire, il faut préciser les modalités de répartition des commandes dans votre accord cadre. C'est-à-dire que vous avez 2 personnes, deux opérateurs économiques qui ont été sélectionnés, qui ne seront pas remis en concurrence, parce que c'est très important, puisque nous sommes dans le cas de l'accord cadre à bonne commande. Ils ne seront pas remis en concurrence. Donc, il faut trouver la méthode de répartition des commandes entre ces 2 ou ces 3 opérateurs économiques qui ont été sélectionnés. Et cela se fait dans l'accord cadre quand vous le passez. Ensuite, l'autorité contractante peut mettre fin à l'exécution d'un bon de commande. Très important. C'est-à-dire, vous avez émis un bon de commande, j'achète 10 ordinateurs qui doivent être livrés dans 5 jours, en 5 jours. 10 jours plus tard, vous n'avez pas les ordinateurs que vous avez commandés, vous pouvez arrêter les prestations. Vous avez arrêté les prestations, vous avez arrêté le bon de commande. Cela ne signifie pas que l'accord cadre il est pour autant arrêté, non. L'accord cadre continue à être exécuté, vous pourrez émettre un autre bon de commande plus tard. De même, si vous arrêtez votre accord cadre, qu'il y a une bonne commande qui est en cours d'exécution, la commande en question va s'exécuter jusqu'à son terme, bien que l'accord cadre soit résilié. La réception, donc, quand vous avez exécuté la prestation, là, j'ai parlé de réception, on va plutôt parler des marchés de travaux. Quand vous faites la réception des travaux, vous pouvez le faire par bonne commande. La règle, on va dire, le principe, c'est que vous le faites par bonne commande. Sauf si dans votre accord cadre, vous précisez que la réception va se faire par zone. Si vous avez 3 bonnes commandes qui sont liées, vous avez tout à fait la possibilité de faire une seule unique réception pour l'ensemble de ces bonnes commandes-là. Et puis, une fois que la prestation a été réceptionnée, a été réglée, chaque commande donne lieu au règlement des prestations exécutées. Donc, le titulaire, il a une bonne commande, il exécute. Une fois qu'il a exécuté, vous payez la prestation. Alors, donc, comment est-ce que, lorsque l'autorité contractante a décidé que son accord cadre multi-attributaire sera à bonne commande, vu que l'autorité contractante ne remettra pas en concurrence, parce qu'il s'agit d'un accord cadre à bonne commande, l'autorité contractante ne remettra pas en concurrence,
les titulaires, donc 2, 3, 4 titulaires qui ont été sélectionnés. Comment est-ce que l'autorité contractante va répartir les commandes entre les différents titulaires de la COCAD ou les opérateurs économiques qu'elle a sélectionnés? Là, c'est uniquement en France. C'est pour ça que vous voyez que là, vous n'avez que le drapeau français. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de telle mesure. Même au Bénin, voilà. Il n'y a pas de telle mesure. C'est ce qui se fait en France aujourd'hui. Et donc, si pour ceux qui travaillent en Afrique, qui pratiquent des accords cadres, si ça vous dit, vous pouvez l'utiliser si ça correspond à vos besoins. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode dite en cascade. La méthode dite en cascade, c'est quoi? L'autorité contractante décide de sélectionner pour son accord cadre à bonne commande d'avoir 3 titulaires. Donc, il fait l'analyse des offres, il classe les différents opérateurs économiques et il sélectionne le premier, le deuxième et le troisième. Ce sont les 3 premiers qui sont, on va dire, retenus, sélectionnés pour ensuite bénéficier des commandes. Lorsqu'ils sont sélectionnés, la priorité, dans la première méthode, la priorité revient à l'entreprise qui a été classée première lors de l'analyse des offres. Donc, il y a premier, deuxième, troisième. Prioritairement, les commandes sont émises à l'entreprise qui est classée première. Ensuite, si cette entreprise n'est pas disponible, l'autorité contractante contacte l'entreprise qui a été classée en deuxième position, ainsi de suite. Moi, je l'ai déjà fait, mais dans le cas des marchés de formation, c'est très pratique. Vous sélectionnez 3 organismes de formation. Le premier organisme, vous avez une formation très urgente. Le premier organisme, il a un calendrier qui est plein. Il ne peut pas répondre à la formation. Ça vous donne la possibilité de sélectionner le second organisme, l'organisme qui a été classé en deuxième position lors de l'analyse des offres. Et ça vous permet d'être réactif face à votre besoin qui souvent est urgent. La seconde, c'est la méthode dite du tour de rôle. Donc, l'autorité contractante, au lieu de donner la priorité au premier, peut dire tout simplement que, alors, chacun aura une commande, c'est-à-dire que le premier, il a sa commande. Ensuite, la deuxième commande, elle est prévue pour le candidat qui a été classé deuxième. Et la troisième commande pour le candidat qui a été classé troisième. Ça, voilà, l'autorité contractante peut fonctionner ainsi, ou dit tout simplement que l'entreprise A aura la première commande, l'entreprise B la deuxième commande, l'entreprise C la troisième commande, ainsi de suite. Mais cette technique, bon, après, il faut vraiment avoir une idée précise de ce qu'on va acheter, de la quantité de ce qu'on va acheter pour pouvoir les répartir entre les différents titulaires. Troisième méthode, c'est le pourcentage. On peut dire tout simplement que, OK, moi, je sélectionne, l'autorité contractante sélectionne 3 entreprises. L'entreprise qui est classée première a 40% des commandes. L'entreprise qui est classée deuxième a, on va dire, 30% des commandes. Et l'entreprise, on va dire 35 ou 40% des commandes. Et l'entreprise qui est classée troisième a 20% le reste des commandes. Donc, ça aussi, c'est possible. Aujourd'hui, en France, c'est possible. Donc, ça, c'est les trois principales, on va dire, méthodes qui sont utilisées en France. Ensuite, la porte est ouverte à l'acheteur. Il appartient à l'acheteur, à l'autorité contractante d'être imaginatif, de prévoir d'autres méthodes. La seule condition, il faut que cette méthode-là soit prévue dans l'accord cadre. Il ne faut pas qu'elle soit discriminatoire. Voilà. Il ne faut pas que ce soit laissé à sa discrétion, à son entière discrétion, en fait. Et puis, si vous faites ça, c'est bon. Ensuite, les accords cadres mono-attributaires à marché subséquent. Il n'y a pas de procédure particulière. Lorsque votre accord cadre à marché subséquent, il est mono-attributaire, c'est-à-dire que vous avez un seul titulaire, mais au lieu de lui émettre des bonnes commandes, vous avez plutôt choisi de passer des marchés subséquents. Alors, il n'y a pas de conditions particulières. Vous lui demandez juste de préciser, de préciser son offre, de compléter son offre. Et l'entreprise, l'opérateur économique précise son offre, il peut la mettre à jour, les caractéristiques, si elles ont été mises à jour, il va répondre en fonction des nouvelles caractéristiques. Et c'est très pratique pour les marchés qui évoluent rapidement, comme les marchés d'informatique.
Les modalités, donc ces modalités doivent être précisées quand même dans l'accord cadre, c'est-à-dire vous pouvez préciser, l'autorité contractante peut préciser comment il souhaite consulter le titulaire de l'accord cadre. Il peut même analyser, même si il y a un seul titulaire, il peut analyser l'offre qui a été remise par le titulaire. C'est-à-dire qu'il peut prévoir des critères, des sous-critères d'analyse de l'unique offre qu'il aura dans le cas des marchés subséquents. L'idée étant qu'il ne sélectionne pas une offre qui est mauvaise, tout simplement. Donc, il a tout à fait la possibilité de rejeter une offre lorsqu'elle n'est pas bonne. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, l'acheteur peut analyser chaque offre remise et puis rejeter. L'autorité contractante peut prévoir des pénalités si le titulaire ne répond pas au marché subséquent. Pour terminer. Et donc, dans le cas des marchés, des accords cadres à multi-attributaires à marché subséquent, donc, première obligation, remise en concurrence obligatoire des titulaires qui ont été sélectionnés. Deuxième obligation, délai de remise des offres identiques pour l'ensemble, raisonnable et identique pour l'ensemble des candidats. C'est-à-dire que vous ne dites pas, alors le candidat A, toi, tu auras un délai de 10 jours, le candidat B, tu auras un délai de 30 jours. Non, c'est 30 jours pour l'ensemble des candidats. Et le 30 jours, le délai, il est fixé en fonction de la complexité de l'objet du marché subséquent. Donc, l'attribution des marchés subséquents, puisqu'il y a une remise en concurrence qui est faite, l'attribution doit se fera aussi sur la base des critères qui ont été identifiés, indiqués dans l'accord cadre. Vous ne pouvez pas sélectionner comme ça, non, il y a des critères à préciser dans l'accord cadre. Ensuite, il y a une obligation pour les titulaires de répondre à l'accord cadre. Donc, ils ont été sélectionnés et vu que l'autorité contractante a besoin de réactivité, quand elle a un besoin, il faut que les titulaires répondent à ces besoins-là. Celui qui ne répond pas aux besoins, il peut avoir des conséquences que nous verrons plus bas. Pas d'obligation. Donc, lorsque vous sélectionnez, vous remettez en concurrence. Il n'y a pas d'obligation d'organiser une COJO, commission de jugement des offres. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Une commission d'appel d'offres pour la France. Vous n'êtes pas obligé d'organiser cela. Bon, ce n'est pas précisé dans le Code des marchés publics de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Mais en France, c'est recommandé depuis une circulaire de 2007. Donc, c'est recommandé d'organiser pour plus de transparence. Voilà. Donc, tout comme le bon de commande, l'autorité contractante peut résilier l'accord cadre au regard d'un titulaire. Donc, ça veut dire que vous avez 3 titulaires, il y a un qui se comporte mal. Vous pouvez lui dire, vu que toi, tu te comportes mal, tu sors de l'accord cadre. Donc, lui, il sort et l'accord cadre continue à être exécuté avec les 2 autres. Ça, c'est possible. Donc, la résiliation de l'accord cadre, en revanche, n'est pas à confondre avec celle relative au marché subséquent. L'accord cadre, on va dire, c'est le contrat principal. Les marchés subséquents, c'est le contrat d'exécution du contrat principal. Donc, lorsque l'autorité contractante résilie l'accord cadre, si des marchés subséquents sont en cours, ces marchés subséquents continuent à être exécutés jusqu'à leur date de fin qui a été prévue. Si des marchés subséquents ont été résiliés, l'accord cadre reste toujours valable, c'est-à-dire que l'autorité contractante pourra toujours passer un nouveau marché subséquent s'il a un besoin. Donc, ça, c'est très important. On résilie l'accord cadre, mais on ne résilie pas le marché subséquent. On résilie le marché subséquent, mais l'accord cadre demeure. Et enfin, pour terminer la présentation, les conditions applicables, donc durée, c'est les mêmes que sur les conditions de bon de commande. C'est-à-dire que la durée du marché subséquent, déjà, elle est fixée en fonction des conditions normales d'exécution des prestations en cause. Et donc, comme les bonnes commandes, la durée, en France, le marché subséquent peut s'exécuter au-delà de la date de validité de l'accord cadre. En Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, bon, les raisons, peut-être qu'il y a de bonnes raisons, mais je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Surtout si on dit, si le même code de la commande des marchés publics dit que les prestations, la durée est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations en cause. Bon, voilà. Donc, je pense que j'ai terminé la présentation. J'espère que je n'ai pas débordé. Et
je vous remercie de votre attention et puis vous avez là mes coordonnées. Le président aussi a mes coordonnées. On est dans l'équipe, dans la conversation. Donc, s'il y a des questions, si vous avez des questions à poser plus tard, pas de souci. Je suis à votre écoute. Donc, président Diana, donc je finis ma présentation. Je vous laisse reprendre la main sur le webinaire. Merci, Marius.